Alors, je pense qu'on peut reprendre nos travaux de cet après-midi. Faisant suite aux présentations qui ont été faites ce matin, donc nous allons entamer une petite session débat avec nos intervenants de ce matin, que je vais inviter dans un petit instant pour continuer à parler du financement maritime. J'invite donc Monsieur Régis Cazé à nous rejoindre, Monsieur Abdelaziz Rellel, Monsieur Philippe Delbecq et Madame Rim Boukhari. Alors après ce repas frugal, est-ce que vous vous sentez tous d'attaque? Après ce repas frugal, est-ce que vous vous sentez tous d'attaque? Alors c'est vraiment difficile de reprendre après la pause déjeuner et d'essayer de capter l'attention des participants. Mais on va essayer de le faire. Donc pour continuer à parler d'un sujet ô combien passionnant, à savoir le financement maritime, je commencerai par cette question qui est adressée à Monsieur Régis Cazé. Alors, Monsieur Cazé, au regard de votre expérience dans le financement maritime international, comment évoluent aujourd'hui les attentes des investisseurs dans le secteur du shipping? Et alors il y a deux questions en fait. Et quel modèle de financement vous semble les plus adaptés dans un contexte marqué par la transition énergétique et l'incertitude des marchés, notamment avec ce qui se passe actuellement au niveau... Bon, on ne va pas rendre cette discussion politique, mais on sait tous ce qui se passe en ce moment. Donc, qu'en dites-vous? Bon, je dirais que les financements maritimes, ils ont beaucoup évolué, pas au niveau de la technique, mais peut-être au niveau des acteurs. C'est plus les mêmes qu'avant. Et les rendements ne sont plus les mêmes non plus. La volatilité, c'est la même. Et les nouveaux investisseurs qui sont rentrés dans le shipping, les financiers, ils attendent parfois beaucoup plus que les banques classiques attendaient à l'époque. Donc c'est devenu un métier un peu plus spéculateur, on peut dire. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, n'importe qui aujourd'hui peut acheter un bateau. Ce n'était pas forcément le cas dans le passé. Si vous avez un capital, que vous voulez investir plutôt que dans une maison, bon, ça va être une maison assez chère, mais vous pourriez aussi acheter un bateau. Et vous pourriez le sous-traiter au niveau de tout ce qui est maintenance, technique, commerciale, et attendre que... C'est comme acheter une action, vous attendez que le revenu... de l'action, le dividende vous soit payé. Donc c'est tout à fait possible. Et en fait, vous avez aussi peut-être l'agrément de penser que c'est à vous ce bateau, c'est un actif que vous détenez. Donc il y a une certaine fierté aussi, j'imagine, par rapport à certains. Et maintenant, on a aussi commencé à avoir du crowdfunding dans les bateaux. Donc par exemple, ça a changé, c'est que plusieurs investisseurs on pourrait imaginer, investissent dans un bateau, et puis... comme j'ai dit tout à l'heure, les banques, elles n'aiment pas trop ça, mais ça peut arriver que vous ayez votre bateau sur votre portable, vous le regardez bouger sur un radar dans le monde entier, et puis vous dites, tiens, je fais partie de ce bateau-là, j'ai une participation dans cet actif, et voilà ce que ça me rapporte au jour le jour, avec des graphes, enfin, ça serait assez intéressant. Bref, c'est ouvert un peu à tout le monde, je trouve, ça a un peu changé. Et ensuite, par rapport aux événements, moi j'ai dit tout à l'heure, la volatilité, le shipping adore ça. Donc les guerres en ce moment, la première guerre Ukraine-Russie, les tankers, les frettes ont explosé, donc, parce qu'on avait besoin quand même de faire sortir du pétrole quelque part. Et la mer Noire, c'est quand même un sacré passage pour faire passer ces pétroliers. Mais ensuite, la guerre maintenant au Moyen-Orient, on a vu des taux de fret qu'on n'avait jamais vus avant. C'est-à-dire les armateurs grecs, qui sont quand même ceux qui prennent le plus de risques, et j'en connais quelques-uns qui ne payent même pas d'assurance pour passer ce passage, ils prennent le risque entier de perdre leur cargaison, le bateau et les équipages. C'est quand même des gens un peu particuliers. C'est presque 900 000 $ par jour. Et ça, c'est... Enfin, moi, j'ai jamais vu. Et à une certaine époque, ces bateaux-là, ça gagnait 5 000 $ par jour. Donc de 5 000 à 900 000. Ça change tout. Et pas besoin de 900 000 pendant très longtemps pour devenir très très riche. Et rentabiliser donc le bateau. Et vendre le bateau ensuite après, un bateau qui coûtait 20 millions de $, qui en vaut maintenant 110. Donc vous avez gagné sur les deux côtés. Je pense que vous prendre une retraite anticipée. Donc voilà les choses qui ont changé, mais c'est beaucoup plus spéculatif qu'avant. Parce que la géopolitique est devenue aussi beaucoup plus volatile.
Tout à fait, merci beaucoup pour cet éclairage. Nous passons à vous, Monsieur Abdelaziz Glelal, et cette fois-ci, je promets de ne pas vous interrompre. Je vous laisse finir de répondre à la question. Donc tout à l'heure, dans votre présentation, vous aviez justement parlé, j'avais résumé de manière assez ludique en disant que c'était les solutions africaines aux problèmes africains. C'était une façon de simplifier un petit peu l'idée qui était que seul un Africain, un opérateur africain, pourrait comprendre les challenges, les défis auxquels font face les armateurs africains ou auxquels on fait face dans le fret africain. Donc juste pour vous situer tous dans le contexte, notamment ceux qui ne le savaient pas, l'Algérie vient d'organiser donc l'IATF 2025, l'édition de la foire intra-africaine. Vous aviez parlé justement de ça, vous aviez parlé de l'Afreximbank, qui est donc c'était l'un des sponsors de la foire intra-africaine. Donc il y a cet engouement, cet intérêt de construire des ponts entre les différents pays africains. Et en fait, d'un point de vue maritime et du point de vue du fret international, quel impact l'ouverture à la ZLECAf, à la coopération intra-africaine va-t-il avoir sur les prix notamment? Alors, c'est très simple en fait. Plus on va créer de volume intra-africain, plus on va standardiser les prix. Donc, il y a un prix n'a lieu d'exister que s'il est réellement exécuté sur le marché, c'est-à-dire une cotation. Je fais une cotation Alger-Lagos, et cette cotation-là, elle va être référencée plusieurs fois. Elle va être travaillée, que ce soit sur du clinker, sur de l'urée, sur des produits pétroliers, et ça va permettre justement de créer ce volume-là qui va être standardisé. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, et ça c'est une réalité économique, c'est que le continent africain aujourd'hui n'a pas de référence en termes de pricing, en termes de coûts de fret aussi. On n'a pas vraiment sur le marché, comme la Baltique peut le faire ou d'autres indices. L'Afrique, ça demeure quand même un chantier. Donc, effectivement, donc pour revenir à la question de la ZLECAf et les zones de libre-échange, donc l'objectif, c'est de pouvoir augmenter les volumes de transactions intra-africains pour pousser justement les grosses institutions financières, que ce soit l'Afreximbank, même l'Ecobank, la BAD aussi, la Banque de développement africaine, mais eux, ils sont un petit peu plus frileux parce que j'ai essayé une ou deux fois. Ils ont financé un navire une fois, ils se sont fait escroquer, donc voilà, c'était fini. Mais en ce qui concerne l'Afreximbank, tout simplement, ils ont créé une plateforme pour référencer toutes les sociétés africaines, et ça c'est important, après une procédure de KYC, de compliance, pour être sûr que cette société est viable, parce qu'il y a aussi un gros problème de crédibilité au niveau africain, c'est-à-dire qu'une société africaine, tout de suite, elle va être sous-cotée, comparativement à une société européenne ou autre, et ça c'est une réalité. Donc ils ont créé une espèce de plateforme qui est gérée par Afreximbank, où tous les vendeurs, les importateurs de commodités, de prestations de services, tout ça, sont enregistrés en tant que trustee, c'est-à-dire en quelque sorte voilà, des entreprises viables. Donc effectivement, l'objet c'est ça, c'est de pouvoir créer des volumes intra-africains pour pouvoir ramener à la machine le financement. Après, il y a une réalité économique aussi, il y a une réalité structurelle liée au port, liée au manque aussi. Ça, c'est une réalité. Je reviens aussi sur la conjoncture. Donc, la conjoncture, par exemple, on a vu depuis le début de la guerre au Moyen-Orient un regain, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, de demande de certaines commodités à partir de certains pays africains. Si on parle de l'Algérie aujourd'hui, je pense que l'urée est super demandée. Le ciment, pareil, le clinker, les produits pétroliers. Voilà. Donc, mais par contre, en contrepartie encore, voilà, il y a certains pays qui importent beaucoup de produits pétroliers qui viennent de cette zone-là. Et effectivement, ils utilisent soit des armateurs grecs, soit des armateurs, on va dire, omanais aussi, qui n'hésitent pas à prendre le passage. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est de pouvoir, à travers le volume, structurer un prix et après financer. Excusez-moi, et peut-être aussi se positionner, parce que voilà, comme ce sera la zone de libre-échange africaine, donc ce sera aussi un moyen pour les armateurs africains de mieux se positionner auprès de leurs voisins. Ben, bien sûr, la zone de libre-échange, l'idée de base, c'est ça, c'est de pouvoir justement réduire les coûts au maximum, faire des zones de libre-échange, mais ça nécessite aussi des investissements en amont par les États, parce qu'il faut toute une structure logistique qui doit suivre.
Mais l'idée, c'est ça. L'idée de base, c'est comment on peut travailler l'intra-trading africain à travers la création. On met des mécanismes pour créer des volumes de trade sur lesquels on va pouvoir placer des navires et les financer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous passons à Maître Boukhari. Maître Boukhari, le financement maritime repose sur des montages contractuels complexes et souvent internationaux. Quels sont, selon vous, les principaux risques juridiques à anticiper et comment sécuriser ces opérations dans un environnement réglementaire en constante évolution ? En fait, vous me demandez, en d'autres termes, de vous réexposer ce que j'avais exposé tout à l'heure. En fait, tout simplement, si on doit sécuriser un contrat de ce type, il faut faire attention à chaque clause et faire attention, ce que je disais, faire attention à chaque formalisme qui est prévu. Par ailleurs, il faut faire aussi attention aux pays avec lesquels on travaille et où le navire va se situer. C'est toute une stratégie globale qui va viser chaque clause de ce contrat. Par exemple, comme je disais, je parlais tout à l'heure pour la clause, je reviens encore une fois pour la clause d'arbitrage, à titre d'exemple, si je devais citer un exemple assez parlant. Cette clause-là, avant de l'insérer en tant que juriste, en tant qu'avocat, on a 36 000 questions qu'on va se poser. D'abord, la question de tout ce qui est ad hoc, tout ce qui est expertise, tout ce qui est pré-contentieux, le réel contentieux, et toujours ce genre de clause, et même si on va viser une clause d'arbitrage, et j'en parlerai, on va déjà penser au tribunal et à la loi applicable, c'est-à-dire sur laquelle va s'adosser. Et de là, pareil, c'est toute une stratégie, c'est un peu comme l'immatriculation, comme tout. C'est une stratégie, c'est un accompagnement et une construction qui va du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on prévoit donc la signature du contrat, la vie du contrat, et aussi les éventuelles fins, que ce soit une fin naturelle, j'ai envie de dire, ou une fin artificielle via un contentieux ou autre. Et là, on fait très attention, parce que, je vais revenir à l'Algérie. Pourquoi on choisit très peu, c'est rare qu'on retrouve une clause d'arbitrage visant un tribunal, Alger. Pourquoi ? Parce que les intervenants internationaux ne font pas confiance aux juridictions algériennes. Pour X, Y, je ne vais pas rentrer dans ce débat, il n'en demeure pas moins que c'est le cas. Même si, avec toute la volonté, de la bonne volonté qu'on peut avoir à vouloir faire de Alger, par exemple, une place de l'arbitrage ou autre, c'est-à-dire présenter ça aux acteurs internationaux est assez compliqué. Parce que toute l'infrastructure, il ne s'agit pas seulement de la clause en elle-même ou de la chambre arbitrale en elle-même, il s'agit de tout l'écosystème qui va autour. Et donc, ça, ce sont des décisions qui ne vont pas, je ne peux pas vous répondre comme ça ou comme ça. C'est une décision qui est prise au cas par cas par rapport à plusieurs facteurs qui vont de la nationalité du navire à la marchandise transportée, à l'itinéraire, etc. On vient de vous parler des problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à certains pays. Je veux dire, moi, j'ai une société russe, par exemple, qui va venir, je ne vais pas l'assurer en France. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ainsi de suite. Je veux dire, et tout le contrat va se construire en fonction de plusieurs facteurs qu'on ne peut pas exposer là en quelques mots, certainement pas. Merci beaucoup, Madame Boukhari. Donc, je passe à Philippe Delbecq, justement, pour voir comment faire en sorte, justement, que l'Algérie soit, d'un point de vue juridique, un pays plus attrayant, plus attractif pour les investisseurs étrangers et le financement, notamment maritime. Merci de me donner la parole. Si vous me le permettez, j'aimerais revenir un instant sur deux séries d'observations qui ont été faites. Donc avant de répondre à votre question, première observation relativement à la conjoncture. C'est vrai que la conjoncture aujourd'hui est assez particulière, mais il faut savoir tout de même que
les principes juridiques les plus fondamentaux sont remis en cause. Et ça, je crois que c'est difficilement acceptable. Le détroit d'Ormuz est un détroit international. Et en tant que détroit international, il est nécessairement ouvert à la navigation internationale. Ça, il faut le rappeler. Même si l'Iran n'a pas ratifié la Convention de Montego Bay, il n'en reste pas moins qu'il y a une coutume du droit de la mer qui veut que tous les détroits de caractère international soient ouverts à la navigation internationale, sauf s'il y a des attaques particulières. Bon, il y a toujours des limites au principe, mais ce principe mérite d'être rappelé. Alors, je ne vois pas, par conséquent, comment on peut admettre aujourd'hui que la force remplace les principes juridiques. Les principes juridiques sont tout à fait essentiels. Nous avons acquis progressivement ces principes juridiques et, me semble-t-il, nous ne devons pas les remettre en cause. Pour ce qui est plus particulièrement du détroit international, la Cour internationale de justice en 1949, dans un arrêt important qui concernait le détroit de Corfou, a justement reconnu expressément cette règle de liberté de la navigation internationale. Donc il ne faut pas oublier ces principes. Me permettez de le rappeler. Deuxième chose, s'agissant des contrats, c'est vrai qu'il faut, et vous le disiez très justement, maître, il faut penser aux différentes clauses, rédiger de manière très précise les clauses, mais avec peut-être une certaine limite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait la comparaison avec les contrats qui étaient rédigés dans les années 70 ou 1980, les contrats à cette époque comportaient peut-être 3 ou 4 pages. Aujourd'hui, les contrats comportent 200 à 250 pages, parfois plus. Alors, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin ? Est-ce qu'on est capable de lire 250 pages de clauses assez complexes ? Je ne sais pas. Donc, il faudrait trouver un juste équilibre entre... On ne peut pas tout prévoir dans un contrat, mais il faut prévoir l'essentiel et puis laisser ensuite aux juges ou aux interprètes le soin de combler les lacunes. Donc je ne pense pas il ne faut pas se contenter naturellement de contrats trop simples, en une page ou deux, lorsqu'il y a des capitaux importants qui sont en jeu, mais il ne faut pas non plus multiplier les clauses, comme le font les Américains aujourd'hui. Ça débouche nécessairement sur du contentieux. Alors, s'agissant de votre question concernant l'Algérie, l'Algérie est un pays en plein essor, c'est un pays qui a un potentiel tout à fait remarquable, c'est un pays qui est appelé, encore une fois, à multiplier ses échanges. Vous avez donc de très nombreux atouts, il faut les mettre en musique, il y a des besoins de formation, c'est évident, il y a des formations sur le management, on en a parlé à plusieurs reprises, il y a des formations à faire également sur le plan juridique, mais je crois que vous réunissez tous les éléments pour rentrer pleinement dans la communauté internationale et spécialement dans la communauté maritime internationale. On le rappelait tout à l'heure, vous avez une côte qui est particulièrement étendue, plus de 1500 km ou 1700 km, c'est tout à fait remarquable. Vous avez des atouts en matière de pêche et qui méritent d'être développés si on fait la comparaison avec d'autres pays du continent africain, et notamment avec le Sénégal. Je crois qu'il y a encore plus de potentiel de pêche en Algérie que dans ces autres pays. Vous avez des échanges, vous avez des matières premières. Il faut naturellement structurer ça avant organiser cela sur le plan du management et sur le plan juridique. Donc investir un petit peu plus. Je crois que vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'atouts et maintenant il faut aller de l'avant. Et de surcroît, la population algérienne est une population assez jeune, donc l'avenir est devant vous, si je peux me permettre. Donc en fait, la recommandation aussi serait d'investir un petit peu plus dans la formation de cette jeunesse. La formation paraît essentielle, oui. Oui, la formation sur le plan économique, sur le plan de la gestion, l'économie, la gestion, et puis le droit pour assurer effectivement la sécurité juridique qui est tout à fait nécessaire. Et Maître Boukhari le rappelait à l'instant, il faut qu'il y ait un environnement qui suscite une confiance pour les investisseurs.
Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Merci pour tous ces éléments d'information. Maintenant, nous passons à nos participants, à notre public qui souhaiterait peut-être poser des questions. Sinon, je me retrouverai à poser toutes les questions que j'ai. Et croyez-moi, elles sont interminables, elles sont nombreuses. Alors, est-ce qu'on aurait des questions dans le public ? S'il n'y en a pas encore, moi je rajoute... Ah, on a une question au fond. Oui, est-ce qu'on peut leur donner un micro ? Bonjour. Donc, c'est une question de la Cache Assurance, donc sponsor de l'événement. Donc, je tiens tout d'abord donc à remercier Monsieur Nedjaï pour le choix du thème, donc pour la qualité des interventions de ce matin. Pour certaines questions que j'avais à poser, donc Madame les avait posées tout à l'heure, donc j'ai eu les réponses à mes questions. J'ai par conséquent donc 2 questions en suspens, on va dire. La première donc est destinée à Monsieur Cazé. Donc je ne sais pas si j'ai bien capté tout à l'heure le fait de financement donc des pavillons nationaux. Donc il y a certaines banques donc qui sont réticentes ou ne financent pas donc des armateurs de pavillons nationaux. Donc si j'ai bien compris le cas, pour quelles raisons? Donc j'aimerais connaître les raisons. Ma seconde question, s'agissant donc en notre qualité d'assureur, donc nous assurons des navires donc en matière d'assurance corps, comme nous assurons donc des facultés, donc l'assurance cargo. Donc forcément nous avons, c'est-à-dire nous avons des cas où nous devons répondre en tant qu'assureur lorsqu'il y a notamment un abordage donc entre 2 navires, ou bien une marchandise qui est transportée sur un navire sur lequel donc on réclame donc réparation une fois la marchandise elle est endommagée. Ma question est plutôt destinée à professeur donc de Lebec ou bien maître Boukhari concernant si cet abordage-là est effectué ou est occasionné entre 2 navires dont l'un est financé en crédit bail ou en leasing. Est-ce qu'il y a une particularité pour nous, assureurs, donc, de diriger cette réclamation contre l'armateur qui a acquis son navire en leasing? Et l'inverse est vrai. Donc, est-ce que l'armateur donc, du navire pour lequel notre navire qui est assuré, qui est responsable dans cet abordage, est-ce qu'il y a une particularité en matière de cette réclamation? Et en matière de réclamation de dommages causés à la marchandise, c'est vrai que c'est les PNI donc, qui répondent généralement, mais pour certaines réclamations où le PNI donc, il a une franchise, donc l'armateur doit assumer une franchise, est-ce qu'il y a une particularité lorsque cet armateur-là a acquis son navire en leasing, une particularité pour diriger cette réclamation? Et je vous remercie. Oui, je réponds à la question des pavillons. En fait, la question, c'est dans la réponse pavillon de complaisance. Donc, pavillon de complaisance, c'est les pavillons que toutes les banques financent depuis des décennies et des décennies. Et ce sont des pavillons qui ont été prouvés une fois qu'on a arrêté un navire dans un port, qu'il soit n'importe où dans le monde, exercer le droit sur l'hypothèque, reposséder le navire et engager toutes les procédures par la banque. C'est beaucoup plus facile avec tous ces pavillons-là. Ils ont été testés, ils sont sous loi anglaise, ils respectent le droit anglais maritime qui est dans le contrat de crédit aussi, donc c'est cohérent avec ce que la banque a dans son contrat de financement. Tout est cadré et ça pose aucun problème. Les flags nationaux, ça pose un véritable problème juridique pour les banques et surtout on est confronté à du nationalisme parfois, je dirais, de certains pays. Donc par exemple, arrêter un navire en Inde avec un pavillon indien, c'est presque impossible de sortir de cette procédure. Ça va durer des années et des années. Et ça, c'est pas seulement parce que le droit indien est différent et on le connaît pas très bien par rapport aux maritimes, par rapport aux engagements hypothécaires et tout ça, mais c'est aussi parce que les juges sur place ont un côté nationaliste qui fait qu'ils ne veulent pas que la banque gagne ses droits par rapport à cette procédure. Et ça, on l'a testé des milliers de fois dans plein de cas. En Turquie aussi, on a essayé plein de fois
de récupérer des bateaux avec des pavillons turcs qu'on finançait nous au Crédit Suisse. On avait accepté le pavillon turc, on avait fait une exception. Et à l'époque, on avait réussi à convaincre le board de la banque de dire c'est pas le pavillon qui compte, c'est le client. C'est le client qui compte. Si le client est de bonne foi, même si on arrête son bateau sous un pavillon turc, il va nous rembourser, il va essayer de trouver une solution. Malheureusement, on s'est confronté à ça dans le sens qu'on n'a pas pu récupérer notre argent. Le client, je pense qu'il était de bonne foi, mais on s'est confronté à la juridiction turque, qui elle est encore peut-être plus complexe que l'indienne, et on n'a pas pu sortir de cette histoire, parce qu'on avait arrêté le bateau en plus en Turquie. Parce que l'armateur, souvent, quand il voit qu'il y a un problème, il peut très bien ramener son bateau dans sa juridiction. Il se trouve que ça fait partie que la Turquie a des imports et des exports, il y a des ports, le bateau peut accoster là-bas. Et une fois que nous, on l'arrête là-bas, ou que lui arrête le bateau, parce que l'armateur peut aussi avoir un processus par lequel il arrête le navire lui-même, pour des avaries ou des choses comme ça, on est bloqué sur place, on ne peut rien faire. Donc avoir un pavillon international, ça nous permet de sortir beaucoup plus facilement de ces situations. Mais pour aller plus loin que ça, ce qui serait intéressant, et c'est ce qu'on avait proposé, et la Turquie l'a fait d'ailleurs, ils ont un pavillon bis. Ils ont créé un autre pavillon. Ils ont créé le pavillon international turc. Donc ça, c'est un autre pavillon qui est régi de la même façon que le pavillon du Panama ou du Libéria. Et ça serait peut-être une idée, pour, par exemple en Algérie, si on voulait faire un pavillon parallèle, de complaisance, et on dit aux financiers, ce pavillon, ça suit exactement la même chose que Singapour, que Panama, que Libéria, que Bahamas. Quoi qu'il arrive, on va respecter ce droit-là. Peut-être ça, c'est une idée. En Turquie, ils l'ont fait. Et en plus, ce pavillon, parce que souvent, les pavillons nationaux, on doit mettre des équipages nationaux. Donc, si vous mettez un pavillon français, il faut que l'équipage soit français. Au niveau des coûts d'exploitation du navire, c'est le double qu'un équipage philippin, qui, lui, est employé sur un navire de pavillon Panama. Donc, il y a des problèmes de coûts aussi. Tandis que le pavillon parallèle, donc le deuxième pavillon, je crois qu'en France, il y en a un aussi d'ailleurs, hein, il y a un deuxième pavillon. Il faut juste mettre 2 personnes de l'équipage, le commandant et le premier officier, de la nationalité du pavillon. Tout le reste peut être philippin ou indien. Il y a des pavillons de complaisance, et j'aime pas trop dire ça, mais aussi des équipages de complaisance, entre guillemets, qui sont moins chers au niveau de l'opération. Donc ça, c'est peut-être une idée. Mais ça se confronte pas mal à du nationalisme, généralement. C'est un peu ça le problème. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public? Je crois que On a une question là-bas. On a une j'avais question. pardon. Oh, oui. On a une question sur les assurances. Oui. Voilà. Allez-y. Donc là, sur les assurances, on posait une question sur les assurances corps qui assurent le navire. L'assurance corps, c'est d'abord une assurance de dommages, mais ce peut être aussi partiellement une assurance de responsabilité. Donc l'assureur corps couvre effectivement la responsabilité en cas d'abordage. Donc c'est un premier point. Deuxième point, lorsqu'il y a un abordage, vous le savez, les règles de responsabilité sont particulières. Parce que l'abordage, Convention de 1910, et puis les lois internes, prévoient que la responsabilité n'est engagée que s'il y a une faute. Donc s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de responsabilité, chacun supporte ses propres dommages. Donc si l'abordage est fortuit, il n'y aura pas de responsabilité. Il se peut que dans un abordage, les fautes soient partagées, et c'est 50-50 ou 60-40, et dans ce cas-là, effectivement, on apprécie la responsabilité en fonction de la gravité des fautes. Ça, c'est tout à fait essentiel. Alors, c'est la question plus particulière que vous posez, lorsqu'il y a un crédit bail qui assume la responsabilité. Alors, supposons donc qu'il y ait un navire abordeur et qui soit responsable d'un abordage, et que le navire abordeur soit exploité dans le cadre d'un crédit bail. Donc il y a un propriétaire, une banque, et puis un locataire, un utilisateur, dans le cadre de cette opération qui couvre le navire abordeur. Alors qui est responsable ? Bien, le responsable, ce n'est pas le propriétaire, le responsable c'est l'armateur, et l'armateur dans ce genre de situation, c'est le locataire, donc c'est l'utilisateur du navire et non pas la banque qui se trouve derrière qui assumera la responsabilité en cas d'abordage. Et donc c'est son assureur
assureur corps qui va couvrir. Puis on peut faire le même raisonnement pour ce qui concerne le navire abordé lorsque le navire abordé a commis une faute. Donc voilà comment on peut répondre, me semble-t-il. Donc, étant rappelé que l'armateur n'est pas nécessairement propriétaire. L'armateur, c'est l'exploitant du navire. Et lorsqu'il y a un crédit bail, l'exploitant, c'est l'utilisateur, donc c'est le locataire. Pour ce qui est de votre question concernant les clubs, les P&I clubs, alors là, l'assureur, le P&I, c'est un assureur de responsabilité qui peut intervenir lorsque les autres assureurs n'interviennent pas. Il n'est pas toujours facile d'agir contre un club, un P&I. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait que la jurisprudence récente a évolué sur les actions que l'on peut engager contre les P&I. Alors, si l'on applique le droit anglais, la victime d'un dommage qui voudrait se retourner contre le club, l'armateur étant responsable du dommage, mais on voudrait se retourner contre l'assureur responsabilité, c'est-à-dire contre le P&I Club. En droit anglais, les victimes ne peuvent pas agir d'action, ne peuvent pas intenter une action directe contre l'assureur de responsabilité. C'est la fameuse règle « pay to be paid ». Donc il faut que l'assureur indemnise l'assuré et ensuite que l'assuré paye la victime. Règle « pay to be paid ». Par conséquent, si l'assuré est en faillite, bien la victime ne pourra jamais obtenir quoi que ce soit, ce qui est, me semble-t-il, assez curieux. En revanche, en droit continental et spécialement en droit français, et en droit algérien c'est la même chose, on admet les actions directes des victimes. Alors, est-ce que l'action directe est recevable dans ce genre de situation, alors qu'il y a la clause « pay to be paid » Eh bien, la Cour de cassation, dans un arrêt récent de 2024, l'a admis. Donc il y a une évolution très importante là, du droit français, j'espère, dans le prolongement du droit continental, pour admettre les actions directes contre les clubs. Ça, je crois que c'est important à noter, parce que, vous le savez, les P&I clubs dominent particulièrement le monde du shipping, mais, me semble-t-il, et je le disais tout à l'heure, il serait temps quand même de rééquilibrer un peu les choses. Donc voilà ce que je voulais dire sur les clubs. Alors, mais il ne reste pas moins aussi que, pour revenir sur la responsabilité qui pèse sur les armateurs, en principe, c'est l'armateur qui endosse les responsabilités, puis derrière le club. Mais il faut savoir aussi que dans certaines situations, c'est bien le propriétaire, et uniquement le propriétaire du navire, qui endosse une responsabilité. Ainsi en est-il en cas de pollution marine. Alors, la Convention de 1969, modifiée à plusieurs reprises, canalise l'action en responsabilité contre le propriétaire, et non pas contre l'armateur, contre les affréteurs. Là, il y a un système particulier de responsabilité. Et il y a également un système de responsabilité particulier qui canalise, qui focalise la responsabilité sur le propriétaire. C'est le système de responsabilité qui est en train d'être institué en matière de transport de marchandises dangereuses, la fameuse convention HNS. HNS est en train d'être ratifié sur le transport de marchandises dangereuses, il y en a beaucoup malheureusement, et le système HNS est équivalent au système de la responsabilité, convention de 69, encore une fois, qui fait peser la responsabilité sur le propriétaire. Mais ce sont des cas particuliers. En principe, c'est l'armateur, mais dans des cas particuliers, le propriétaire, et donc la banque, s'il y a un crédit bail, assume une responsabilité. Professeur, en termes d'assurance aussi, quand il y a un changement de navire en cours de transport des marchandises, il faut toujours qu'il y ait une déclaration au niveau des assurances, parce que s'il n'y a pas de déclaration, encore une fois, l'action est un peu compliquée. Voilà, je voulais juste rajouter ce petit point. Le délai, c'est avant que la marchandise soit transportée. C'est-à-dire, si elle est déjà transportée, le délai est dépassé. À partir du moment où on prend la décision, et des fois ça se passe en plein mer, donc la déclaration doit se faire de manière assez imminente. C'est sûr. Le problème se pose assez souvent en matière d'assurance, parce qu'il y a des risques. Le contrat a été conclu sur une certaine base, et puis de nouveaux risques apparaissent. Il y a là l'assuré.
s'il a connaissance de ces risques, doit déclarer ces risques. Et à défaut, s'il n'y a pas de déclaration de risque, il risque de perdre le bénéfice de l'assurance. En tout cas, s'il ne prouve pas sa bonne foi. Vous savez que le système des assurances maritimes est un système différent des assurances terrestres et beaucoup moins protecteur des assurés que le système terrestre. Donc là, il faut être très vigilant en matière d'assurance maritime pour savoir quelles sont les couvertures, quelles sont les exclusions. Du reste, il serait intéressant peut-être d'organiser prochainement un forum sur les assurances. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans le monde maritime. Oui, monsieur, allez-y. Bonjour à tous, donc Belbachir Idir, je suis le directeur des investissements, des statistiques et des systèmes d'information à la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture. Je vous remercie pour l'organisation de cet événement et puis je tiens à vous féliciter pour la qualité de ce panel. Premièrement, donc j'ai deux petites questions, une question qui porte sur les financements et une petite question sur aussi certaines formes de contentieux. Donc, concernant les financements, l'administration de la pêche actuellement travaille sur le développement de la pêche en haute mer. D'ailleurs, de ce fait, il y a des textes qui autorisent l'importation de navires de moins de 15 ans, de plus de 40 mètres. Elle est effective. Et puis, là-dessus, on sait très bien qu'un armateur seul ou un armateur de pêche classique aura beaucoup de difficultés à trouver des financements pour des raisons qui ont été citées ce matin, notamment concernant l'intérêt pour les banques et l'âge aussi des navires ou la possibilité de les revendre éventuellement en cas de reprise. Même si la problématique ne se pose pas vraiment de ce point de vue-là en Algérie, parce qu'on sait qu'on va trouver repreneur. Mais bon, en fait, la question est la suivante, c'est quelle est la meilleure façon d'apporter ou de supporter le financement de ce type de navire. Ça, c'est par rapport à l'aspect financement. Et puis, pour ce qui est du contentieux, dans l'histoire, il y a eu certains armateurs qui ont fait des commandes d'achat de construction de navires dans d'autres pays, la Turquie pour ne pas la nommer d'ailleurs. Donc, ces armateurs-là se sont retrouvés à engranger, à obtenir des financements banquiers, et se sont retrouvés donc dans l'impossibilité de rembourser le crédit pour la raison toute simple que les navires en question n'ont jamais été livrés. En sachant que dans le contrat, si je me souviens bien, les contrats qui ont été faits à l'époque, ont fait que l'arbitrage ne se faisait ni dans une cour algérienne ni dans une cour turque. Ils ont choisi de faire ça auprès d'une cour neutre, et il me semble que c'était l'Union européenne. Donc là, par contre, la question est la suivante. Donc, quelle est la meilleure façon de sortir de cette problématique? On vous remercie. Oui, rebonjour. Pour les navires de pêche, donc ça fait partie du slide, on n'aime pas trop. Mais il se trouve que depuis que le marché financier s'est fragmenté et que les banques universelles sont vraiment frileuses, on a trouvé des spécialistes dans certains domaines, quelques aventuriers dans les fonds d'investissement shipping, les alternatifs, qui sont capables de financer un bateau de pêche ou même le transporteur de bétail qu'on a vu tout à l'heure. J'ai pas trop voulu en parler parce que j'ai pas envie de susciter un énorme engouement, parce que ça va être quand même des dossiers difficiles. Mais la meilleure façon de le présenter, si on voulait vraiment y aller, et je pense qu'on a une petite chance quand même, c'est d'avoir cette structure offshore dont j'avais parlé tout à l'heure. Très simple, un navire, une société offshore, d'éviter le pavillon national, pour de nouveau éviter les problèmes dont on a parlé aussi avant. C'est peut-être pas possible, mais dans ce cas-là, il y a peut-être une autre possibilité qui est un peu plus complexe, c'est de faire ce qu'on appelle un double pavillon. Donc ça existait à l'époque où on ne voulait pas financer les pavillons russes, avant que la Russie soit sous sanction. On ne voulait pas déjà financer le pavillon russe, on n'aimait pas trop ça, mais on avait pensé avec les avocats de faire un double pavillon russe et Malte. Et en fait, une société russe qui détient le bateau
avait mis le bateau en affrètement à une société maltaise, en crédit, pas en bareboat. Donc, et c'était 2 sociétés détenues par l'armateur. La banque finançait le côté maltais, qui était le pavillon principal, sachant qu'en dessous, il y avait un pavillon russe. Donc c'est très compliqué. Mais peut-être qu'on pourrait faire ça avec un pavillon algérien et Malte, par exemple. Peut-être on pourrait présenter ça à un financier et lui dire bah, écoute, c'est pas vraiment un pavillon algérien, c'est un pavillon maltais. Et en dessous, il y a un pavillon algérien. C'est-à-dire que quand tu auras fini de faire ton financement, ça va retourner sous pavillon algérien. Mais pendant que tu le finances, ça sera le pavillon maltais. Mais ça, il faudrait que les autorités algériennes l'acceptent. Ça, je ne suis pas sûr que c'est possible. En fait, là, ça peut porter une certaine difficulté dans le sens où le produit de la pêche est considéré comme étant un produit à partir du moment où il est débarqué du navire sous le pavillon du pays en question. Ça veut dire que si on met le pavillon de n'importe quel autre pays, la production en question n'est pas algérienne. Et ça, pour nous, ça pose un certain problème que l'on cherche justement à résoudre. D'accord. C'est pour ça qu'on cherche des solutions en gardant la spécificité du pavillon. La deuxième solution, celle que vous avez citée tout à l'heure, pourrait faire l'objet d'une étude et elle serait à développer. Peut-être que celle-là pourrait apporter des solutions, mais prendre un second pavillon et le mettre au-dessus du pavillon algérien ne résoudra pas le problème. Non, ouais. C'est très compliqué, je pense. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être pas impossible. Il faudrait qu'on essaye. Ensuite, les ratios de financement, 60%, la structure offshore, bon, peut-être qu'on peut faire une structure offshore avec un pavillon algérien. Je ne sais pas. Ouais. Ok. Juste rajouter, en fait, c'est vrai que c'est des secteurs assez niches, que ce soit par exemple ce qu'a démontré tout à l'heure Régis, en expliquant qu'il y a des choses que les financeurs n'aiment pas. Mais néanmoins, il n'en demeure pas moins que finalement, ce qui est valable aujourd'hui peut ne pas être valable demain, parce que tout dépend du marché. Donc si on prend, et ça c'est vraiment d'actualité, et par exemple si on prend les bétaillers, les livestock, c'est vraiment hyper niche. Les armateurs, ils se comptent, il doit y avoir une cinquantaine ou une soixantaine dans le monde. Et la flotte de transport de bétail, elle est limitée. On en a à peu près entre 120 et 150 dans le monde. La normalisation, donc maintenant, par exemple, pour pouvoir ramener du bétail en Europe, ça devient de plus en plus difficile. Donc il y a des normes, et c'est normal, c'est même bien. Et conjugué aussi à l'effet de l'augmentation du prix de production de la viande, que ce soit au Brésil, c'est les plus gros producteurs. Donc il y a actuellement un lake, on voit sur les patterns, on voit qu'il y a un besoin en investissement en livestock parce que la flotte n'arrive plus à suivre et parce qu'il y a une demande et parce que les prix de la matière première, de la viande, est en train d'exploser. À titre de comparaison, au kilo, si on prenait le kilo du bœuf Brésil, il y a à peine 5-6 mois, il était à peu près à $3 le kilo. Aujourd'hui, on est au-delà de $5 FOB. Donc, voilà, il y a une demande énorme. Donc, je pense que peut-être que là, on ne le voit pas, mais on voit quand même sur des financeurs alternatifs qui commencent à réfléchir justement à investir dans des livestock, soit neufs, soit refités. Parce que on va dire la flotte mondiale est vieillissante. C'est pratiquement, voilà, il y a juste en Europe par exemple, il y a à peu près 64 navires qui sont autorisés à accoster en Europe, parce qu'ils ont les certificats. L'Australie, n'en parlons pas, il y en a à peine une dizaine, parce que les normes sanitaires, c'est très, très rigoureux. Donc voilà, ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas forcément demain, parce qu'il y a la loi du marché. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Ah oui, pardon. Oui, sur la construction navale. Oui. Donc si je comprends bien, donc vous avez un contrat de construction en Turquie, le chantier est en Turquie, et le navire n'a pas été livré. Donc que peut faire l'armateur, que peut faire le maître de l'ouvrage? Bon, si le navire n'a pas été livré, si les clauses du marché n'ont pas été respectées, là le chantier assume une responsabilité. Et on pourrait le contraindre au besoin à terminer le chantier, à livrer le navire. Mais encore faut-il savoir quelle est la loi qui s'applique. Est-ce que c'est la loi turque? Est-ce que c'est la loi anglaise? Est-ce que
c'est la loi algérienne. S'il s'agit de la loi turque est assez proche de la loi allemande et normalement le maître de l'ouvrage, donc l'armateur, pourrait contraindre le chantier à terminer, à livrer le navire. S'il s'agit de la loi algérienne également, elle est protectrice là, de l'armateur. S'il s'agit de la loi anglaise, elle est quand même assez favorable aux constructeurs. Et donc, il n'est pas certain qu'en application de la loi anglaise, l'armateur puisse obtenir d'une manière ou d'une autre satisfaction. Donc, c'est question de déterminer la loi applicable à ce contrat. Ensuite, il faut, si on n'arrive pas à trouver une solution à l'amiable, il faut mieux commencer à négocier pour essayer de trouver une solution. Donc, s'il n'y a pas de médiation, s'il n'y a pas d'amiable, il faut savoir, il faut se référer au contrat. Y a-t-il dans le contrat une clause qui prévoit la compétence de telle juridiction, peut-être juridiction turque, auquel cas, bon, cette clause s'applique. S'il y a une clause d'arbitrage, la clause d'arbitrage doit être respectée. Mais il se peut également que les parties aient l'intention, s'il n'y a pas de clause d'arbitrage, de recourir à l'arbitrage une fois que le contentieux est né, dans le cadre d'un compromis. Donc on peut toujours aller en arbitrage en l'absence de clause dans le contrat, si les deux parties le souhaitent. Et là, il appartient aux parties de prévoir comment va se dérouler l'arbitrage. Si on va devant on organise un arbitrage institutionnel devant la CCI ou devant la London Maritime, ou si on fait un arbitrage ad hoc. Mais là, c'est les parties qui vont le décider dans le cadre d'un compromis. Et ça, d'un contrat dans le contrat. C'est toujours possible. Alors, l'un des avantages de l'arbitrage, c'est d'organiser un règlement du contentieux par une juridiction, parce que la juridiction arbitrale est une juridiction, c'est une justice contractuelle, mais qui va trancher un litige. L'avantage de l'arbitrage, c'est de trancher le litige par un opérateur qui est neutre. Ça, c'est l'avantage. Mais ça, c'est important. Donc, quand on négocie le contrat, si vous pensez à la clause d'arbitrage, il faut peut-être prévoir dans votre hypothèse un arbitrage à Londres, un arbitrage à Paris, un arbitrage à Copenhague, mais plutôt qu'un arbitrage à Istanbul ou Ankara, voyez, pour qu'il y ait un tribunal qui soit neutre. Mais sachez également que même s'il n'y a pas de clause d'arbitrage, on peut aller en arbitrage si les parties le souhaitent dans le cadre d'un compromis. Et ça, c'est les parties qui vont décider de la manière dont va se dérouler l'arbitrage. Moi, je vais juste compléter en rappelant qu'il s'agit de l'exécution d'un contrat, et donc on va revenir au basique sur les obligations de part et d'autre. Et donc, avant toute chose, il faudrait peut-être regarder dans quel état est la société qui devait livrer les navires. Est-ce qu'elle n'est pas en état de liquidation ou un redressement judiciaire? Et en fait, les négociations devraient commencer, enfin la réflexion, à mon avis, devrait commencer par là. Et à partir de là, vous pouvez mettre une stratégie de voir si vous allez tel ou tel ou tribunal, ou si vous devez passer par un accord, parce que généralement, quand il n'y a pas de livraison, c'est qu'il y a des problèmes ouais, voilà. Et je pense que dans votre contentieux, c'est ça le vrai problème. Et il faut peut-être commencer déjà par là. Voilà. Avant d'aller à l'arbitrage, quand vous signez le contrat pour construire le navire, normalement, il y a une garantie de restitution d'acompte qui est émise par la banque qui soutient le chantier. C'est obligatoire. Si vous ne recevez pas cette garantie, normalement, il ne faut pas signer de contrat. Et cette garantie de restitution d'acompte, elle s'applique à chaque paiement que vous faites pendant la construction, jusqu'à la livraison. La livraison n'a pas eu lieu. Mais dans ce cas-là, on se retourne contre la banque qui a émis les garanties. Il faut tirer sous la garantie de la banque. Et dans ce cas-là, vous récupérez vos acomptes, normalement, si la banque est crédible. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je lis toujours le début de remboursement du crédit en l'entrée en l'exploitation du navire. Et bon, quand il s'agit d'un navire neuf, donc forcément, il y a la réception du navire.
qu'il y a deux types de réception, elle peut être provisoire et définitive. Mais généralement, bon, c'est pas tout le temps le cas, mais il faut essayer toujours de lier le début de remboursement du crédit qu'on a sur le navire avec l'entrée en exploitation du navire. Bon, je ne sais pas quel était réellement le cas, mais oui, bon. Est-ce qu'on aurait d'autres questions à poser? Oui. Oui, oui. Quel est votre regard sur le fonds d'investissement comme moyen de financement d'acquisition de bateaux ou d'infrastructures portuaires? Le fonds d'investissement comme formule de financement. Et la deuxième question, s'agissant dans le cas des immobilisations de navires, quelles sont les formules de financement des réparations ou de réhabilitation des navires lorsqu'ils sont immobilisés dans un port pour leur état ou pour des raisons d'anomalies dans le bateau, etc. Ouais. Les fonds d'investissement, c'est une des formes maintenant courantes de financement des navires. Donc, c'est une forme tout à fait connue. Je pense c'est très bien que ces gens-là soient rentrés dans le marché. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont une logique de rendement qui est beaucoup plus court terme qu'une banque ou même que d'autres financiers alternatifs. Donc, eux, ils sont là pour vous soutenir au départ, ils regardent le projet, ils vous financent, ils vous soutiennent, mais eux, ils veulent sortir. C'est-à-dire, il y a un moment, ils veulent sortir. Ils ne vont pas rester très longtemps. Ils vont s'occuper, ils ont des horizons d'investissement qui sont liés à une durée. Donc, par exemple, un fonds d'investissement américain qu'on connaît bien, ils ont levé 800 millions de dollars pour investir dans le shipping. Ça peut être dans les ports, ça peut être dans les terminaux, ça peut être dans les bateaux. Mais ils ont 5 ans pour déployer ce capital. Donc, mettons qu'ils ont déployé leurs 800 millions en 5 ans. Et ensuite, ils doivent monter un autre fonds pour continuer à financer d'autres actifs. Okay, ça peut être du shipping, ça peut être de la pharmacie, ça peut être d'autres choses. Mais au bout des 5 ans qu'ils avaient investi leurs 800 millions, les investisseurs qui sont dedans, ils peuvent demander à commencer à retourner leur investissement. Ils veulent sortir. C'est possible. Et quand il y a des demandes de sortie, on est obligé d'agréer. Il n'y a pas de timing. Enfin, il peut y avoir des timings de notice de 3 mois, 6 mois, mais il faut sortir. Donc c'est possible que le fonds d'investissement vous dise, écoutez, on a passé un bon moment ensemble, mais c'est fini. Tandis que la banque, elle vous finance un crédit hypothécaire pendant 10 ans, elle ne va pas sortir. Elle va rester là. Et au bout de 10 ans, elle va peut-être même vous refinancer pendant 10 ans. Donc c'est des projets beaucoup plus long terme. Donc le fonds d'investissement, ce n'est pas le spécialiste shipping bancaire. C'est un spécialiste shipping avec une vue différente. Et ensuite, je pense que le fonds d'investissement, comme la banque d'ailleurs, il n'a pas tellement envie de reposséder un actif. Il n'a pas envie d'être mêlé dans des histoires de repossession ou de défaut. Donc ce sont des gens, à mon avis, qui vont être beaucoup plus brutaux par rapport à leurs actions. Ça peut aller très vite. Donc, mais on a besoin d'eux, parce qu'eux, ils ont vraiment les capitaux. Et ils ont la vision peut-être aussi des actifs plus risqués. C'est possible aussi. Ils aiment bien prendre des risques. Donc on a besoin d'eux. Ensuite, pour les immobilisations de navires, par exemple, là, on a un navire qui est immobilisé en Turquie, dans un chantier, parce que l'armateur a fait défaut. La banque est à Taïwan, donc très très loin de la Turquie. Il y a des problèmes de culture entre les deux quand même. C'est pas le même langage. Et le bateau, ça fait 6 mois qu'il est immobilisé. Donc il commence à avoir des avaries. L'équipage, il a fallu sortir une moitié de l'équipage, mais il faut garder quand même le navire actif si on veut le remobiliser. Donc on est obligé de faire tourner les chaudières, on est obligé de faire tourner certaines choses pour que le système continue à tourner, les générateurs, des choses comme ça. Donc ça coûte cher. Ça coûte cher de garder un navire, entre guillemets, sous perfusion pour le relancer après en mer. Et là, je pense qu'au bout de 6 mois, la facture, par exemple, c'est autour d'$1 million. $1 million à payer au port, au chantier, là où il a été arrêté, pour payer tout ce qui se passe autour, pour le garder en vie. Et ensuite, pour le sortir, il va falloir réparer certaines choses, peut-être un autre $1 million. Donc je dirais $2 millions. Sur un navire qui en vaut peut-être 5. C'est pas un super navire. Donc ça coûte très très cher. Ça va très vite. Le financement d'un navire endommagé ? Le financement des réparations, c'est jamais la banque qui va faire ça. Réhabilitation du navire, c'est une opération qui est importante. Oui, mais c'est pas la banque qui va financer ça. C'est l'armateur.
Parce que la banque considère que c'est l'investissement de l'armateur, c'est son risque. C'est lui qui doit gérer ses côtés opérationnels. Alors maintenant, il y a des acteurs dans le milieu du shipping qui sont spécialisés dans cette petite niche-là. Ils vont vous financer un dry dock, par exemple. La mise en cale sèche, ça coûte 500 000 dollars, par exemple. Ils vont financer ça. C'est possible. Mais ce n'est pas une banque, c'est des gens très spécialisés qui font que ça. C'est possible. Alors, juste pour ajouter, un peu étayer les propos de Régis, il y a effectivement des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans juste ce genre d'opération. J'ai eu à travailler sur un sujet pareil il y a 3 ans. En fait, c'est un fonds d'investissement saoudien qui a racheté 2 tankers. Il les a refités, tout aux normes, en éco-fuel, voilà, pour réduire le taux de la consommation. Il a mis les scrubbers, vraiment, Et entre-temps, là, actuellement, il est en train de financer l'achat de justement 4 vraquiers qui se retrouvent justement dans un état un peu lamentable. Il est en train de négocier avec un État pour acheter, parce que c'est un armateur étatique, pour les refiter et les remettre sur le marché. Et effectivement, on utilise des sociétés bien spécialisées. Par contre, ces fonds d'investissement-là, voilà, leur métier, c'est pas comme des banquiers. Ils vont vraiment financer l'opération d'un point de vue trade, encore une fois, parce que derrière, ils ont des objectifs, ils essaient de pouler. Ces navires-là, les tankers, ils vont les prendre, par exemple, parce qu'ils sont en equity dans une autre société où ils ont des allocations pour du brut ou du produit pétrolier. Donc c'est vraiment dans une stratégie globale de portefeuille sur lequel ils se positionnent. Et après, effectivement, ils le font en equity, ils prennent des parts dans des sociétés pour justement aider le groupe à fonctionner en synergie. Voilà comment généralement ça se fait. Voilà. Alors, c'est ainsi que nous concluons cette première table ronde. On s'excuse, on ne peut pas prendre plus de questions. Nous devons passer à la prochaine table ronde. Vous pourrez toujours poser la question à la prochaine table ronde. On prendra plus de questions par la suite. Donc, j'aimerais remercier tous nos panélistes. Merci pour ces éclairages, pour ces éléments de réponse. C'était un débat très enrichissant. Merci. Un tonnerre d'applaudissements pour nos panélistes, s'il vous plaît. Et puis, nous remercions également les participants d'avoir montré autant d'engouement, d'avoir posé autant de questions les plus intéressantes les unes que les autres.